Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal dédié aux arts et à la culture. Avec au sommaire aujourd'hui un focus sur la presse en France. Le journal Le Monde célèbre ses 70 ans. Qu'en est-il de la presse en Israël? La loi sur les journaux gratuits est l'une des lois qui aurait fait tomber le gouvernement de Netanyahou. Nos explications dans ce Culture Mag. Au sommaire également, le comique au service de la politique. L'actrice américaine Sarah Silverman est l'une des invitées du Festival du film juif de Jérusalem. L'occasion pour nous de revenir sur cette jolie jeune fille qui use et abuse de ses atouts pour faire bouger les lignes. Et puis nous parlerons peinture. L'une des plus belles et peut-être l'une des plus méconnues œuvres de Piero della Francesca fait l'objet d'une restauration. La résurrection porte bien son nom. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Alors voilà, le studio de cinéma américain Sony Pictures a cédé. Il a cédé aux menaces terroristes. Le film The Interview, ou L'impossible interview en français, ne sortira pas en salle aux États-Unis. C'est probablement un tournant historique pour le monde de la culture. Cette comédie signée James Franco et Seth Rogers mettait en scène des membres de la CIA qui préparaient l'assassinat du leader coréen Kim Jong-il. Des pirates informatiques ont pillé le studio de Sony. Des dizaines de milliers de documents ont été volés, dont ce film. Depuis, les hackers menacent les cinémas américains qui auraient décidé de diffuser ce film. C'est donc la reddition face au terrorisme. On écoute sur ce sujet le doyen de la célèbre école de cinéma de Los Angeles, l'UCLA Film School, Richard Walter. Le plus inquiétant dans toute cette histoire, c'est cette impression que les studios vont céder devant des tarés qui sont politiquement à la marge et vont décider quels sont les films que l'on fait et quels films ont le droit de sortir. Une interview préparée et traduite par David Gombin. La liberté de penser, de penser passe entre autres par la presse. Partons maintenant en Israël, voir comment la presse papier a évolué depuis la création du pays. La presse écrite est là-bas l'une des plus libres et parfois des plus virulentes du monde occidental. Récemment, les commentateurs politiques ont estimé que l'une des raisons qui avait poussé à la chute du gouvernement israélien était une loi sur la presse, une loi qui interdisait la diffusion des titres gratuits. Sujet donc éminemment politique, c'est le Focus et il est signé David Gombin. Dans le monde entier, la presse gratuite s'est taillée une place significative auprès des lecteurs. Infos courtes, réductrices, balayant des secteurs de société, faits divers et people. En Israël, le même phénomène a été observé avec toutefois une dimension en plus, l'arme politique. En 2007, ce petit pays découvre le quotidien gratuit Israël Hayom, Israël aujourd'hui. C'est un gratuit très particulier qui correspond à rien d'autre au monde. C'est fondé donc par un homme d'affaires américain, Sheldon Adelson, qui est aussi un néoconservateur, qui est un fervent partisan de Netanyahou, qui est prêt à perdre de l'argent indéfiniment sur Israël Hayom. Ce n'est pas une entreprise capitaliste, c'est une entreprise politique. Et de fait, tellement politique que récemment, une proposition de loi a visé à interdire cette presse gratuite et donc ce journal-là. Ce serait même, selon les observateurs de la chose politique en Israël, l'une des raisons de la chute du gouvernement. Jusqu'à l'arrivée d'Israël Hayom, le paysage de la presse papier dans ce pays était très simple. 3 grands quotidiens se partageaient les étals des kiosques. Le grand quotidien historique, c'est Haaretz, créé en 1919 dans la Palestine mandataire. Il se situe à gauche de la carte politique. Menacé de faillite, il a dû procéder à de nombreuses coupes budgétaires. Né en 1939, Yediot Ahronot, les dernières nouvelles, était à la différence d'Haaretz un journal du soir. Il a surtout vu ses ventes exploser dans les années 70 lorsque ces unes se sont faites plus sensationnelles. En 1948, après la naissance de l'État, un groupe de journalistes du Yediot fait sécession et décide de fonder Maariv, qui veut dire le soir. Pendant des décennies, Maariv fait le plus gros tirage du pays et c'est même au ratio de sa population l'un des journaux les plus lus au monde. Yediot et Maariv, des quotidiens, se sont fait concurrence. Progressivement, leur publication est avancée, tant et si bien qu'au final, ces 2 journaux du soir sortent le matin. En 2012, Maariv fait faillite et en 2014, il renaît de ses cendres. Il n'empêche, ici comme ailleurs, la même tendance. Dans une certaine frange du lectorat, une envie de papier et de sens. C'est dans cette optique qu'en mai 2014, un nouveau mensuel a vu le jour. Titré libéral,
Là encore, l'objet est politisé. Ce magazine résolument engagé politiquement est encore une fois financé par un riche homme d'affaires, Leonard Nevzlin, oligarque russe exilé en Israël. Notre produit est différent des autres magazines parce que c'est un mensuel qui est dense, pas seulement dans la forme, mais aussi dans le contenu. Il contient des articles qui vont en profondeur, qui sont intemporels avec des sujets qui n'évoluent pas quotidiennement. Donc ça se rapproche plus du livre que du quotidien, voilà pourquoi ça se vend bien en librairie. Un MOOC, un magazine qui se situe entre le journal et le livre et qui ne se vend qu'en librairie. À l'instar de 21 qui connaît en France un certain succès, gageons qu'en Israël aussi la formule libérale marche. Car en dépit de ce frémissement, l'avenir de la presse papier semble en Israël, comme ailleurs, bien sombre. On peut supposer qu'il y aura un besoin de consulter tranquillement sur le papier l'hebdomadaire. Mais ça n'aura peut-être qu'un temps parce que là, l'écriture sur écran est aussi en train de changer extrêmement vite, par le biais des tablettes notamment, et il n'est pas dit que cet espoir vers le papier hebdomadaire ne soit pas lui aussi condamné à terme. Au Moyen-Orient, tout est politique et sensible. Ici, plus qu'ailleurs, la presse reste indépendante, critique et ultra-virulente, au risque parfois d'être accusée de desservir les intérêts du pays. Peu importe sa forme et sa couleur, l'important, qu'elle remplisse son rôle premier, informer le public. Direction la France maintenant pour la presse. Joyeux anniversaire à nos confrères du journal Le Monde. Le célèbre quotidien célèbre ses 70 ans. Pour l'occasion, de nombreuses manifestations sont prévues, dont un supplément spécial et puis un beau livre. Le Monde, quotidien du soir, voulu par le général de Gaulle et fondé par Ubev Meuve-Méry il y a 70 ans. Voilà, à suivre, le portrait de la comique américaine Sarah Silverman et puis ses drôles façons de bouger les lignes. En attendant, voici le highlight, c'est le choix de David Gombin. À ces mots, il aurait pu être un bandit, mais il est devenu l'un des plus grands peintres de sa génération, grand représentant du mouvement de la figuration narrative. Alors qu'il vient de souffler ses 90 bougies, une grande expo lui est consacrée en Bretagne. C'est à Landerneau plus précisément que vous retrouverez le filtre bleu de Monory. Un filtre qui ne l'empêche pas de raconter dans ses œuvres ses voyages, ses rencontres, combien cruelles soient-elles. Entre photos et peinture, découvrez les œuvres hybrides de Jacques Monory au fond Leclerc pour l'art contemporain jusqu'au 17 mai. Une nouvelle menace pour l'écrivain et journaliste algérien Kamel Daoud, un responsable salafiste algérien, a appelé à son exécution pure et simple. Kamel Daoud, qui vient de publier Meursault, contre-enquête, a répliqué sur Twitter « Fatwa pour me tuer, émise par le mouvement salafiste algérien. Voilà où mène le sentiment d'impunité chez ces gens-là » sur Facebook. Il a également rédigé un long texte titré « 50 nuances de haine ». Elle s'appelle Sarah Silverman, elle est jeune, elle est jolie, elle est américaine, elle est démocrate, elle est très attachée à Israël. Elle est dans le pays pour le 16e festival du film juif de Jérusalem. Son portrait, il est signé Shai Ringel avec David Gombin. Sheldon, I have a proposal for you, and I'm serious. Look at me. If you give that $100 million to Obama instead of Romney, I won't have sex with you because we're not married and I'm a nice girl, but I will scissor you wearing a bikini bottom. La dernière visite de Sarah Silverman remonte à 2011 et déjà à l'époque, elle était l'une des femmes les plus hilarantes au monde, mais aussi une commentatrice politique avisée. Mais depuis, elle s'est transformée en politicienne de choc. Je n'aime pas voyager, je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans le monde comparé aux gens de mon âge. Et vous attendez que le président vous appelle? Vous avez une sœur ici, qu'est-ce qu'elle en pense? Je ne viendrai que si le président m'appelle, sinon j'ai plein de blagues à préparer. Sarah Silverman, une humoriste dont la carrière a débuté par des spectacles en boîte de nuit. Petit à petit, elle s'est faite un nom jusqu'à qu'Hollywood l'appelle. Bien connue pour son jeu de scène, elle sait être à la fois mignonne et effrayante. Elle peut rire de n'importe quoi, mais sans jamais énerver son public.
Ce sont ces pouvoirs magiques qu'elle n'a pas hésité à utiliser ces dernières années pour tenir un discours politique. Par exemple, la jeune fille juive qui rencontre Jésus, c'est elle. Jesus, when does life begin? At 40. What? And he was like, But fertilized eggs aren't people. People are people. and I was like, thank you. But people who believe fertilized eggs are people too. You have to love them. You're not better than them. And I was like, you're right. Thanks, Jesus. Peut-être bien que c'est de famille. Il y a quelques années, la sœur de Sarah a été arrêtée à Jérusalem pour avoir pris part à un groupe, les Femmes du Mur, des femmes qui se battent pour leur droit à prier dans la partie du mur des lamentations réservée aux hommes. Every year, the average woman loses around $11,000 to the wage gap. Over the course of the working years of her life, that's almost 500 grand. That's a $500,000 vagina tax. That's why I'm taking matters into my own hands. I'm becoming a dude. Sarah Silverman est une mascotte parfaite pour la politique. Elle n'a honte de rien et surtout pas de son corps. Et elle est experte pour analyser son image. Silverman peut dire ce qu'elle veut, les gens veulent juste qu'elle continue à les amuser. Put your legs. Sauf peut-être Sheldon Adelson, qui n'a jamais donné suite à sa proposition. Go to scissorsheldon.com to help cut Mitt Romney free from his sugar daddy. Voilà, Sarah Silverman, qui est l'une des attractions du Festival du film juif de Jérusalem, qui a ouvert ses portes cette semaine. Direction l'Italie maintenant. Ses pâtes, ses sauces, sa peinture Renaissance. Le petit village de San Sepolcro abrite le siège de la marque Buitoni. C'est également le village natal du grand peintre Piero della Francesca, l'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre. La résurrection vient d'être restaurée. C'est Sarah Silverman, elle me trouble un peu. C'est le récit donc de David Gombin. Située dans les Apennins, bienvenue dans la bourgade de San Sepolcro. En plus d'accueillir le quartier général de Buitoni, c'est aussi la ville natale de Piero della Francesca. Ce grand peintre du début de la Renaissance est l'auteur, entre autres, d'un chef-d'œuvre, La Résurrection. C'est évident que cette peinture est tout d'abord très opaque et très sale. Il y a cette apparence jaunâtre causée par une accumulation de matériaux qui ne sont pas pertinents à la technique et aux couches de peintures originales. Longtemps ignorée, cette fresque murale est redécouverte au XIXe siècle par John Addington Symonds, un poète anglais et romantique. Dans les années 20, c'est l'américain Aldous Huxley qui, dans un essai, la qualifie de plus belle œuvre du monde. Des écrits qui vont changer le destin de ce chef-d'œuvre. Été 1944, les combats entre alliés et forces nazies font rage. Un officier américain qui a lu les descriptions d'Huxley refuse de bombarder la ville aux mains des Allemands. Il sauve ainsi la Resurrezione de la destruction. Il faut dire que cette œuvre a vraiment quelque chose d'unique, à l'instar de son auteur. Ce n'est pas quelque chose qui fait appel à vos émotions. Ce n'est pas un Caravage où vous avez ce genre d'émotions très brutes. Ici, ça vous force à contempler. Et je pense que c'est très Piero della Francesca en général. Et ce tableau est très typique de l'œuvre de della Francesca qui vous force à rester figé. Pendant toute la durée de la restauration, la fresque restera visible et une application dédiée permettra de suivre les évolutions des travaux. Une restauration qui fait figure d'exemple en termes de financement. Dans un pays où l'État est en grande difficulté financière, c'est un partenariat privé-public qui permettra de redonner à ce chef-d'œuvre une seconde jeunesse. Et pour finir ce Culture Mag, direction la Thaïlande avec ce petit focus sur les gypsies des mers. C'est une petite communauté de pêcheurs nomades qui est en train de se sédentariser. C'est le récit d'Ariane Hassan. Si personne n'est mort ce jour-là, le tsunami a changé en profondeur le mode de vie traditionnel de cette communauté insulaire. Leur population a chuté de 500 à 100 en 10 ans. La plupart vit désormais sur le continent, mais un petit groupe d'irréductibles se refuse à abandonner l'île. La vie est meilleure ici. Sur le continent, je ne pourrais pas me déplacer comme bon me semble. Je devrais rester chez moi. Ma fille habite à Ranong. Je n'aime pas cet endroit.
Kem et son fils ont fait le choix du départ, séduits par des maisons plus confortables et un meilleur accès au marché pour vendre leurs poissons. Une décision qui a un prix. Je crains que la culture disparaisse, car maintenant les enfants apprennent des choses modernes à la place. Le savoir des membres de la communauté Chaolé les a sauvés du tsunami. Mais pour beaucoup, la vague aura emporté avec elle leur mode de vie traditionnel. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure. On va se quitter sur ce magnifique portrait de l'actrice italienne Virna Lisi. Elle a joué à Hollywood, en France et bien sûr en Italie. C'était entre autres la belle reine Margot de Chéreau. Elle vient de disparaître et avec elle toute une époque du glamour italien. Elle avait 78 ans. À demain. Merci.